Les titres de ce journal, sommet de Singapour, les dirigeants nord-coréens et américains ont pu trouver ce mardi des terrains d'entente OMC, FMI. L'inquiétude monte, les deux organismes appellent à stopper les tensions commerciales mises en place par le gouvernement américain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez l'édition d'information de ce mardi 12 juin 2018. Le président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont signé ce mardi un document qui mentionne une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Visiblement, les deux protagonistes sont résolus à tourner la page du passé. Cécile Itoni. Les deux chefs d'État se sont engagés à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, tout en garantissant la sécurité de la Corée du Nord. Après 5 heures de discussion, d'abord en tête-à-tête, puis en compagnie d'une partie de leur délégation, le président des États-Unis Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont signé ce mardi un document commun devant les caméras du monde entier. Les deux hommes se sont ensuite exprimés pour détailler les résultats de ce sommet inédit organisé à Singapour, alors que les nouvelles discussions devraient avoir lieu dès la semaine prochaine entre Washington et Pyongyang. Nous allons mettre fin aux exercices militaires, ce qui nous fera économiser énormément d'argent, à moins que nous voyions que les négociations à venir ne se passent pas comme il le faut. Lors d'une discussion de plus d'une heure avec les journalistes peu après le départ de Kim Jong-un pour Pyongyang, le président américain n'a pas été en mesure de préciser sur un calendrier le démantèlement des installations nucléaires en Corée du Nord. Les discussions pour sa mise en œuvre doivent commencer dès la semaine prochaine, sous la houlette du chef de la diplomatie des États-Unis, Mike Pompeo. En outre, le document signé entre les deux protagonistes ne mentionne pas les sanctions ni la conclusion finale d'un traité de paix, alors que les deux Corées sont toujours techniquement en état de guerre depuis leur trêve signée en 1953. Pour ce qui est des sanctions, Donald Trump affirme qu'il y mettra fin lorsque la menace nucléaire sera complètement abandonnée. Face à la presse, Donald Trump s'est prononcé sur les sujets débattus lors de ce sommet. Ma rencontre avec le président Kim a été honnête, directe et productive. On a appris à bien se connaître dans une période très limitée. Nous sommes prêts à commencer une nouvelle histoire et nous sommes prêts à écrire un nouveau chapitre sur nos deux nations. Maintenant, nous pouvons tous espérer que ça se terminera bientôt et ça se terminera bientôt. Le passé ne doit pas définir l'avenir. Le conflit d'hier ne doit pas être la guerre de demain. Le président Kim m'a dit que la Corée du Nord était déjà en train de détruire un site de test de missiles majeur. Ce n'est pas mentionné dans le document signé. Nous nous sommes mis d'accord après la signature de l'accord. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a salué l'issue positive de cette rencontre. Nous suivons. À travers ce sommet, États-Unis-Corée du Nord, l'intention du président Kim Jong-un de voir une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne a été confirmée par écrit. Je soutiens ce premier pas vers une résolution d'ensemble des questions concernant la Corée du Nord. Je continuerai de chercher à résoudre les questions des enlèvements, du nucléaire et des missiles. Je vais faire de mon mieux en coopérant fermement avec les États-Unis et la Corée du Sud, ainsi qu'avec la Chine, la Russie et la communauté internationale. C'était la première fois que le président des États-Unis discutait clairement et directement avec le président Kim Jong-un de la question des enlèvements. À l'avenir, le Japon fera de son mieux pour résoudre ce problème, car il doit être résolu entre le Japon et la Corée du Nord. En amont de ce sommet, la Chine a espéré sincèrement que la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un ait une issue positive, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous espérons sincèrement que la rencontre entre la Corée du Nord et les États-Unis se déroulera comme prévu et aura une issue positive qui contribuera à la résolution politique du problème, à la paix et à la stabilité de la péninsule. En Ukraine, Russes, Allemands, Français et Ukrainiens se sont réunis lundi au soir à Berlin pour tenter de ressusciter le processus de paix dans l'est de l'Ukraine. Cette rencontre se tient
au moment où la question des sanctions européennes contre Moscou fait de nouveaux débats. Les détails avec Djedidja Yali. Au moment où la question des sanctions européennes contre Moscou fait de nouveaux débats, Russes, Français, Allemands et Ukrainiens se sont réunis pour tenter de ressusciter le processus de paix. C'était hier lundi, lors d'une réunion à Berlin. Les ministres des Affaires étrangères des 4 pays, Sergueï Lavrov, Heiko Maas, Jean-Yves Le Drian et Pavlo Kyriakou, se sont retrouvés pour discuter du très fragile cessez-le-feu prévu par les accords de Minsk de février 2015. Le chef de la diplomatie allemande a rappelé en début de soirée les objectifs restés jusqu'ici lettre morte, à savoir un cessez-le-feu digne de ce nom, le retrait des armes lourdes et le déminage d'importantes zones de conflit. Toutes les parties se sont engagées à un cessez-le-feu durable. Il s'agit notamment du retrait des armes lourdes, du désengagement des troupes dans les 3 zones pilotes et dans le déminage de la région. Il s'agit également de la protection et de l'accès sans entrave de la mission d'observation de l'OSCE. Au cours de cette rencontre, le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Petro Poroshenko ont eu une conversation téléphonique pour évoquer notamment un échange de prisonniers. Vladimir Poutine a mis en garde son homologue ukrainien contre toute provocation visant les séparatistes pro-russes du Donbass durant le mondial de football qui s'ouvre ce 14 juin en Russie. Paris et Berlin, quant à eux, ont réaffirmé que la levée des sanctions dépend de l'application des accords de Minsk. Au terme de ces travaux, Vladimir Poutine a assuré vouloir une Union européenne unie et prospère et a démenti toute volonté de division. Crise politique à Madagascar, le président malgache Éric Rajoy a annoncé que le nouveau Premier ministre a formé son gouvernement qui devra diriger le pays jusqu'aux élections générales prévues cette année. La formation de ce gouvernement répond également à la décision numéro 18-HCC Détroit du 25 mai 2018 de la Haute Cour constitutionnelle, puisqu'il est issu d'un dialogue politique entre différents acteurs politiques de la crise à laquelle nous mettons fin ce jour. Ce gouvernement aura la lourde responsabilité de mener Madagascar vers des élections présidentielles transparentes, inclusives et dont les résultats seront acceptés par tous. Écoutons à présent Jean Brunel, nouveau ministre du Tourisme de ce gouvernement de consensus. La formation du gouvernement est juste le résultat d'une décision de la ACC. Moi, je pense que tout le monde est prêt à participer dans le but tout simplement de maintenir la paix et l'ordre pour venir dans le plus bref délai à une élection paisible. Moi, je crois bien, mais nous allons nous concerter et vous allez voir que la situation va vers... L'OMC et le FMI s'inquiètent des tensions commerciales. Le chef de l'Organisation mondiale du commerce OMC, Roberto Azevedo, a appelé hier lundi à la fin de l'escalade, alors qu'Américains d'une part et Européens notamment d'autre part se menacent de mesures douanières punitives. Brice Guigri. À l'issue d'une réunion à Berlin avec la chancelière allemande Angela Merkel, Roberto Azevedo, chef de l'OMC, a estimé que la crise latente entre les Américains et les Européens va entraîner de graves conséquences sur des nouveaux secteurs, ce qui fera mal à tout le monde. Selon lui, ce processus d'œil pour œil n'est pas utile. Je pense que les tensions commerciales croissantes soulèvent le risque d'un impact économique majeur qui minera la plus longue période de croissance depuis la crise financière de 2008. Rappelons que l'Union européenne et le Canada s'apprêtent à imposer le 1er juillet prochain des mesures de rétorsion douanière sur des produits après la décision de Donald Trump d'imposer des taxes douanières accrues sur les importations d'acier et d'aluminium. En outre, le président américain a de nouveau menacé de surtaxer les importations aux États-Unis d'automobiles européens, lesquels représentent un secteur stratégique pour l'Allemagne. Par ailleurs, Christine Lagarde,
directrice générale du Fonds monétaire international FMI, estime que l'avenir s'assombrit à un rythme très accéléré. Les nuages à l'horizon que nous avons signalés il y a environ 6 mois s'assombrissent jour après jour, et j'allais dire week-end après week-end. Notons qu'à l'issue du sommet du G7, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait dénoncé une nouvelle fois les mesures américaines. Au Bénin, le Parlement béninois a récemment voté une loi interdisant le commerce des produits pétroliers dans les circuits non officiels utilisés par l'immense majorité de la population de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, voisin du Nigeria, producteur de brut. Karel Dablé pour les détails. Bénin est réputé pour commercialiser aux abords des voies publiques des produits pétroliers importés en contrebande du Nigeria. La rareté des stations-service contraint la majorité de la population à se tourner vers cette essence de rue, souvent bon marché, servie dans des bouteilles et des bidons. Le commerce des carburants, notamment essence super, essence tourisme, pétrole, gasoil, mélange de deux, aux abords des rues dans les agglomérations et tout endroit autre que dans les dépôts et installations, sont rigoureusement prohibés. Les vendeurs d'essence ont accueilli cette nouvelle loi avec consternation. Ce n'est pas que nous sommes contents de ce que nous faisons, c'est parce que nous n'avons pas d'autres choses à faire et on ne peut pas aller voler, on ne peut pas aller prendre des fusils, commencer par arracher des voitures et autres. Donc c'est pour cela que malgré ça, malgré les risques, nous sommes en train de faire ça. Il n'y a pas encore assez de stations. Ça reste encore beaucoup à faire à ce côté. Ce n'est pas fait de violence. On n'a qu'à aller calmement et gérer avec l'expérience. J'ai appris cela, je ne veux plus dormir. Là, que ce que ça me fait là, c'est beaucoup. C'est ça que je fais pour nourrir mes parents, mes enfants au village. L'essence de rue est à l'origine d'incidents meurtriers. Pour rappel, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2017, l'explosion d'une cargaison d'essence de contrebande appartenant au magnate de ce commerce, Joseph Midogio, avait ainsi causé la mort d'une fillette de 8 ans et réduit en cendres plusieurs habitations. Condamné à une amende de 2 millions de francs CFA, l'intéressé a été libéré le 25 mai 2018. Restons en Afrique, mais dirigeons-nous au Cameroun. Muni de sa canne blanche, il enchaîne les plaidoiries dans les tribunaux de Douala, capitale économique du Cameroun. Janvier Alfred Ngalé, devenu aveugle à l'âge de 3 ans, est le premier avocat non-voyant du Cameroun. Il s'est donné pour mission de faire respecter les droits des personnes en situation de handicap. Reportage. Janvier a perdu la vue à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, il en a 37 et il est fraîchement diplômé de la faculté de droit de Douala. Un diplôme qui lui a ouvert les portes des tribunaux du Cameroun. Janvier fait désormais partie de l'ordre des avocats du pays. J'ai eu la volonté de devenir avocat, alors ça a été pour moi une passion jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été aveugle depuis l'âge de 3 ans. Mais mon handicap n'a pas été pour moi une fatalité. Comme tous les matins, Janvier prend la route du palais de justice. Équipé d'une canne blanche et d'un ordinateur, il se faufile aisément dans les rues embouteillées, malgré le manque d'équipement pour les personnes handicapées. Pour Janvier, sa vocation d'avocat n'a qu'un seul but, aider les personnes en situation de handicap. Les droits des personnes handicapées au Cameroun, c'est un problème qu'il faut absolument, un problème auquel il faut trouver des solutions. Donc j'estime qu'en devenant avocat, je pourrais être à l'avant-garde pour la défense des droits des personnes vulnérables, précisément les personnes handicapées. Lors des plaidoiries, la cécité de Janvier ne lui permet pas toujours d'assurer une défense aussi efficace qu'il le souhaiterait, car il ne peut étudier rapidement de nouveaux documents remis à la dernière minute en séance. Mais avec son maître de stage, ils ont trouvé une parade, connaître les textes de loi quasiment par cœur. Très utile pour notre cabinet, parce que cette façon de pouvoir maîtriser les textes est très importante. Même le nouveau code pénal, lorsque vous parlez d'un article sur l'adultère, sur la demande excessive de la dot, il va vous expliquer ça de manière claire et précise. Premier avocat aveugle du Cameroun, Janvier espère susciter des vocations parmi les non-voyants. Dès qu'il prêtera serment,
Janvier compte bien ouvrir son propre cabinet. En bref, en France, l'intersyndicale de la SNCF a organisé ce mardi une journée de la colère cheminote, une ultime mobilisation avant le vote définitif de la réforme ferroviaire prévue demain mercredi 13 juin. Hier lundi 11 juin, 7 députés et 7 sénateurs réunis en commission mixte paritaire ont entériné le texte de loi. La version finale comporte quelques modifications par rapport au projet initial. Les cheminots amenés à changer d'employeur dans le cadre de l'ouverture à la concurrence seront pour la plupart d'entre eux volontaires et non contraints. Ils auront également un droit de retour à la SNCF. Le texte comporte également des garanties pour les pouvoirs et le périmètre de l'ARAFER, l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui chapeaute le rail français. Des jours de grève sont programmés jusqu'au 28 juin, mais 2 des 4 syndicats de la SNCF, l'UNSA et la CFDT ont publiquement considéré que la dernière mouture de la loi sur la réforme ferroviaire comporte désormais un certain nombre d'avancées. 9 mois en arrière, en Floride, l'ouragan Irma détruisait près de 3000 maisons sur son passage. L'archipel des Keys est aujourd'hui victime des conséquences du réchauffement climatique. Les habitants sont à la recherche de voies et moyens pour faire face à ces intempéries. Reportage. Il y a 9 mois, l'ouragan Irma balayait l'archipel des Keys en Floride. Dans ce quartier, près de 3000 maisons ont été sérieusement endommagées. Depuis, seules quelques familles ont pu reconstruire. Mon épouse venait d'hériter d'une maison, un mobil-home qui appartenait à sa mère, ici, et il a été complètement détruit. Notre voisin est parti, il ne reste plus que 3 maisons habitables sur ce pâté de maisons. Toutes les autres ont été complètement détruites. Bâtir une nouvelle maison s'avère souvent trop cher pour les habitants. Leur besoin, des projets d'habitation pas chers, capables de résister aux ouragans. Les gens n'ont pas les moyens d'habiter ici et c'est toute l'économie qui est en jeu. Les serveurs dans les restaurants, les managers, l'ensemble de l'économie du tourisme qui fait vivre la population locale. Les côtes surpeuplées de Floride sont parmi les plus vulnérables du pays. Montée des eaux, inondations et ondes de tempête, autant de menaces grandissantes pour les millions de maisons construites sur le littoral. On prévoit une accélération de la fréquence et de l'intensité des tempêtes violentes à cause du changement climatique. Les prévisions pour cette saison-ci sont déjà de 10 à 16 tempêtes ou ouragans et probablement 1 à 4 tempêtes violentes. Pour ceux qui travaillent sur le terrain, la pression monte. On est encore plus vulnérable maintenant parce qu'il y a des gens qui habitent toujours dans les camping-cars ou des caravanes en attendant que leur maison soit réparée. Il y a encore des toits endommagés par Irma. On prend tout ça très au sérieux maintenant qu'on entre dans la saison des ouragans de 2018 et on compte réagir beaucoup plus rapidement et à beaucoup plus grande échelle que d'habitude. Il y a 1 an, Donald Trump a annoncé son retrait de l'accord de Paris sur le climat. Pour les habitants de Floride, cette décision ne fait que renforcer l'incertitude quant à l'avenir de la vie sur la côte. Au Mexique, les scientifiques ont découvert récemment à l'ouest du pays une petite tortue dont l'espèce a un haut risque d'extinction. Le récit est de Brice Guigré et Edapé. Une petite tortue vivant à l'ouest du Mexique a été reconnue comme une nouvelle espèce par des scientifiques mexicains. C'était au mois de mai dernier. La Kynosternon vocti possède une tache jaune sur le bout de son nez et est plus agile que ses congénères. Selon les chercheurs, il s'agit d'une espèce endémique, unique à ce site. Les pas de la Kynosternon vocti sont plus rapides que ceux des autres tortues et elle aime se mettre à l'ombre d'un arbre pour s'abriter du soleil. Elle est plus large que haute, contrairement à toutes les autres espèces. Surnommée petit casque de Vallarta, en raison de la ressemblance avec un casque, la tortue Kynosternon vocti ne dépasse pas 10 cm de longueur et pourrait tenir sur la paume d'une main. Le nombre de spécimens trouvés encore en vie étant peu, cela fait d'elle une espèce en voie de disparition.
Le peu de spécimens trouvés encore en vie, combiné au fait que son milieu de vie soit en transformation à cause du développement, en plus du fait qu'il s'agit d'une espèce très propre à ce territoire national, font de cette tortue une espèce à haut risque d'extinction. Seuls 9 ont pu être étudiés jusqu'ici, dont 4 d'entre eux vivants et 5 découverts morts. Le petit casque de Vallarta appartient au genre de Chinoncernon, dont il existe 12 autres espèces au Mexique. En santé à présent, depuis que le virus Ebola s'est déclaré à Mbandaka, ville de RDC, située à 350 km de Bangui, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, met en place d'importants moyens de prévention à Bangui pour éviter qu'Ebola ne rentre en Centrafrique. Karel Dabli. Après le passage du virus Ebola à Mbandaka, ville de RDC située à 350 km de Bangui, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé OMS, a mis en place d'importants moyens de prévention à Bangui pour éviter qu'Ebola ne rentre en Centrafrique. Firmin, cet employé du ministère de la Santé, prend la température de tous ceux qui arrivent de la République démocratique du Congo. Nous sommes de la surveillance épidémiologique, nous sommes des agents qui surveillent les gens qui passent de l'autre côté, qui viennent de l'autre côté du Zaïre, RDC, qui arrivent. Quand ils arrivent dans la pirogue, on les interpelle. Quand la température est élevée, nous appelons directement le niveau central, c'est-à-dire le CTE. Donc ils vont envoyer l'ambulance pour venir chercher le cas suspect. La zone la plus à risque n'est cependant pas aux abords de Bangui, mais en brousse, plus en aval de l'Oubangui. La consommation et la circulation non contrôlée de viande de brousse, entre autres singes, civettes, brebis, chauves-souris, rats, est un grand sujet d'inquiétude pour l'OMS. Au marché central, en plein cœur de la ville, cette viande se tranche à grands coups de machette et les pas de singe ou les côtelettes de rats de brousse se négocient avec acharnement. Pour les vendeurs, le virus est bien loin. Non, il n'y a pas d'Ebola ici. S'il y a d'Ebola, nous ne vivons pas. Donc, il n'y a pas d'Ebola. Cependant, pour le représentant de l'OMS en Centrafrique, les animaux sauvages sont considérés comme étant le réservoir naturel du virus. Presque exclusivité de tous les cas où le virus est passé des animaux à l'homme, c'était à travers des chasseurs ou des gens qui consommaient de la viande de brousse. Pour prévenir la contagion par ce truchement, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place une vaste campagne de communication passant par les médias locaux et les radios associatives. Pour mémoire, l'épidémie de la fièvre Ebola a déjà tué 27 personnes en RDC depuis un mois. Un seul cas suspect a été identifié dans l'est de la Centrafrique, mais les analyses se sont révélées négatives au virus Ebola. De la culture, la célèbre accordéoniste française Yvette Horner est décédée hier à l'âge de 85 ans à Coupe-Voix, près de Paris. Grande figure des bals musettes et populaires, Yvette Horner avait aussi participé à 11 reprises au Tour de France cycliste. Elle a décroché un premier prix de piano au Conservatoire de Toulouse à seulement 11 ans. Née à Darbès, Yvette Horner avait commencé sa carrière en 1947 et a donné son dernier concert en 2011. L'accordéoniste aurait eu 96 ans le 22 septembre prochain. Du sport, le mondial 2018 est à quelques jours. En plus des infrastructures et dispositions énormes arrêtées par la FIFA et la Russie, la grande fête du football occasionne un flux massif d'argent, environ 4 millions de dollars, soit 344 millions d'euros pour cette 21e édition en Russie. Siakakone. La Coupe du Monde, probablement l'événement médiatique et sportif le plus important du monde. Son importance ne se limite pas qu'à l'aspect sportif, mais se tend dans le domaine économique avec des importants financements à chaque phase. Les 32 sélections qui prennent part à la Coupe du Monde 2018 en Russie se partagent 400 millions de dollars, c'est-à-dire 344 millions d'euros, soit une augmentation de 12% par rapport à l'édition précédente. Le champion du monde empoche 35 millions d'euros, tandis que l'autre finaliste obtient 25 millions d'euros. 22 millions d'euros pour le troisième et 20 millions d'euros pour le quatrième. Les quarts des finalistes disposent de 14 millions d'euros chacun.
Les huitièmes de finalistes, 9 millions d'euros chacun. Et le premier tour, chaque équipe dispose de 8 millions d'euros. Pour sa part, le corps arbitral est rémunéré comme suit. Les arbitres perçoivent 57 millions d'euros pour leur présence en Russie et 2 500 euros par match. Leurs assistants perçoivent, quant à eux, 20 millions d'euros en fixe et 1 600 euros par match. Demain mercredi à Moscou, on connaîtra aussi le prochain candidat, c'est-à-dire en 2026, le pays organisateur de la Coupe du Monde. Les pays en lice, il s'agit des États-Unis, le Canada, le Mexique et le Maroc. Pour rappel, en 2022, le mondial se tiendra au Qatar. Nous terminons ainsi cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur A12.